Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, on espère que vous avez passé un joyeux Noël entouré de vos proches. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de l'Impératrice. Donc pour la petite histoire, on s'était posé mutuellement la question avec Roxane, quelle est ta carte préférée? Et coup du hasard, c'était la même. On a toutes les deux répondu l'Impératrice. C'était quoi les chances qu'on tombe sur la même carte parmi les 78 cartes qui composent le tarot, franchement? En tout cas, c'est une carte magnifique de leadership au féminin et on espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter l'épisode que nous en avons eu à l'enregistrer et on vous souhaite une bonne écoute. Allô Roxane! Hello Shay! Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va aussi. Très contente de démarrer l'enregistrement de notre épisode sur l'Impératrice, surtout qu'aujourd'hui on est dans une belle énergie d'Impératrice justement. Pour vous la faire courte, on a choisi le jour de l'enregistrement de notre épisode de podcast pour faire notre séance photo liée au podcast pour la couverture, etc. Donc une grosse vibe Impératrice, on s'est fait belle pour le jour J. Tellement, et puis on l'attendait parce qu'au tout début du projet, on s'est demandé quelle carte est ta carte préférée parce qu'on avait une idée esthétique de ce qu'on voulait faire et puis on se disait que chacune on allait tenir une carte, etc. Et puis par hasard, en fait, les deux, on a choisi l'Impératrice. Donc c'est vraiment un épisode qui est fait avec beaucoup d'amour. Exact, on l'attendait qu'à patience, c'est peu de le dire. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, Roxane, c'est qu'on commence, comme d'habitude, par poser le décor de la carte en la décrivant. Juste faire une petite parenthèse, parce que nous, ce qu'on aime faire, c'est mettre la carte devant nous pour s'imprégner, en fait, de l'énergie de la carte. Et puis, si on a des choses sur lesquelles on veut rebondir, là, c'est plus facile de l'avoir sous les yeux. Et donc, pour la précision, selon le type de jeu de cartes que vous avez, nous, le fait qu'on pose le décor, on le fait par rapport au jeu de cartes du tarot de Marseille. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce qu'on dit parce qu'on cite des éléments qui sont présents sur la carte et que vous ne voyez pas, c'est pas de panique, vous n'êtes pas sur la mauvaise carte. C'est simplement que selon le type de jeu de cartes que vous avez, vous pouvez être sur une version un petit peu plus New Age, comme c'est mon cas. Et on n'a pas tous les éléments qu'on va décrire, mais ça n'en perd pas moins sa pertinence, dans le sens où si on va vous préciser quels sont les éléments qui sont sur la carte, c'est pour que vous puissiez avoir des petits moyens mnémotechniques de qu'est-ce qui figure sur la carte et quelle est la symbolique qui est associée à chaque élément. Absolument, surtout que le tarot de Marseille, on vous conseille vivement d'aller vous renseigner un peu plus sur l'imagerie, d'aller au moins voir les cartes parce que c'est un tarot qui communique tellement d'informations. C'est sûr que le tarot Rider-Waite, qui est le plus connu aussi, ou un des plus connus à cette époque-ci également, mais le tarot de Marseille donne beaucoup d'éléments de compréhension supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on va se pencher beaucoup sur l'imagerie du tarot de Marseille aujourd'hui pour l'Impératrice. C'est vrai, puis tu vois, intuitivement, j'ai jamais été trop fan du tarot de Marseille. Je trouve que les cartes sont peut-être compliquées, surtout au niveau des arcanes mineures, à déchiffrer, parce qu'elles sont pas aussi représentatives que dans un tarot un petit peu plus nouvelle génération. Mais quand on s'intéresse à la symbolique de chaque carte, le tarot de Marseille est un outil extrêmement pointu. Absolument. D'ailleurs, Alejandro, je pense qu'il s'appelle Jodorowsky, oui. Il a écrit un livre complet qui s'appelle La Voix du tarot, qui analyse chacune des cartes dans leur plus grand détail. Cheyenne et moi sommes justement en train de le lire. C'est une lecture qui peut être un peu aride par moment parce que vraiment, si on n'a pas la carte sous les yeux, il y a énormément de détails. Mais justement, c'est un outil très très puissant pour pouvoir lire les cartes par la suite. Ouais, on vous le mettra dans les descriptions du podcast, mais ce livre-là, c'est une bible à part entière là, du tarot. Là, si vous vous intéressez vraiment à l'art du tarot, lisez-le, ça sera votre point de départ. Certes, c'est pas la lecture qu'on fait le soir sur son oreiller pour trouver le sommeil, quoique, mais il est extrêmement pédagogique. On y va, on rentre dans le vif du sujet avec notre carte de l'Impératrice et ses symboliques. Avant d'aller dans les détails de tout ce qu'on voit sur la carte, on peut déjà poser le décor en la présentant dans la suite des arcanes majeures. Elle est en position 3, dans la troisième carte de la suite après le fou qui était en position 0, on vous le rappelle. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode de podcast, n'hésitez pas à vous y référer. Et donc, au niveau du chiffre 3, je sais que tu voulais préciser quelques petites choses. Oui, tout à fait. Donc, le chiffre 3, en fait, c'est un chiffre qui est très symbolique à plusieurs niveaux. Le chiffre 3, il est très symbolique dans le collectif
parce que justement, si on pense à la vie, on pense aux 3 grandes étapes de la vie, donc la naissance, la vie, la mort. Quand on pense par exemple à la religion catholique, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, il y a plusieurs références qui vont mettre le chiffre 3 vraiment au centre d'un système de compréhension, si je peux le dire comme ça. Même en mathématiques, par exemple, en géométrie, le triangle, il est essentiel pour qu'on puisse créer tous les autres polygones. Donc le 3 symbolise vraiment une entité à part entière, notamment parce qu'il réussit à dépasser la dualité du 2. Donc il est vraiment représentatif de la multiplicité, de la création. Il nous rappelle dans le fond qu'il existe plusieurs chemins et que tous sont valides. Tout à fait. Tu me parles de création, puis ça, c'est des mots qui vont beaucoup revenir dans cet épisode de podcast. Au niveau de l'impératrice, si on veut voir un petit peu le tableau général de qu'est-ce qu'elle doit représenter, on pourrait dire que c'est la badass du jeu de tarot, parce qu'il y a qu'à voir son attitude, il y a qu'à voir ce qu'elle représente. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'assurance. Et d'ailleurs, si vous aimez les pierres, la lithothérapie, là, qui est le soin par les pierres, la pierre qui peut représenter l'impératrice ou qui va aller soutenir l'énergie de l'impératrice, ça va être la rhodolite. Donc c'est une pierre qui est rouge, elle évoque les richesses, la beauté, la paix intérieure. Elle évoque aussi l'expression, les arts et le calme propre à l'impératrice. Et puis pour revenir à ce que tu expliquais par rapport à la suite logique, on a vu que le 0 avec l'énergie du fou représentait le début, le 1 représente dans le fond l'exposition à toutes les ressources, le 2 c'est l'acquisition de toutes les connaissances qui sont nécessaires, et ensuite quand on arrive au 3, c'est qu'on a les outils, on a le savoir et maintenant on est en mesure de commencer à créer. Tout à fait. On a fait une belle petite entrée en matière. Je te propose qu'on passe à la description de la carte en elle-même, esthétiquement. On peut dire que l'impératrice, elle est associée au féminin, donc elle est l'énergie yin, à la mère, à la figure féminine en fait. C'est une belle femme qui est assise confortablement sur un fauteuil, portant le symbole de Vénus. Elle est enceinte. On peut imaginer qu'elle est enceinte, là, c'est une grosse supposition. Il y a la nature autour d'elle que vous pouvez voir qui est absolument luxuriante. On voit qu'elle est connectée aux richesses très visibles, tangibles du monde. Donc les forêts, le blé, la rivière. Et puis d'ailleurs, si on compare par exemple l'impératrice à la papesse, il y a quand même plusieurs éléments parallèles. Donc on peut dire par exemple que toutes les deux pourraient être enceintes. On peut dire que toutes les deux représentent l'énergie féminine propre, pure, par leur réceptivité, sauf qu'on voit clairement que là où la papesse semblait un peu plus distante et mystérieuse, plus pudique, voilà, pudique, mystérieuse, l'impératrice est tout à fait à notre portée. Elle semble être absolument bien dans son corps, elle semble à l'aise avec sa sexualité, on voit qu'elle est vraiment dans les plaisirs sensuels. Oui, je trouve qu'elle incarne quelque chose de calme, de doux et de serein. Tout à fait. Et puis par ailleurs, on peut observer en fait qu'elle est assise et elle semble à la fois très confiante que les choses vont venir à elle et en même temps très confiante du fait que même si elle reste assise, elle peut créer tout ce qu'elle veut et ça ne lui demandera pas non plus d'efforts surhumains. Exact. Si on fait un parallèle avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, on tombe dans une sorte de dualité en fait naturelle avec la carte masculine puissante et paternelle de l'empereur. Donc tu m'avais expliqué une fois que quand on tire l'impératrice, on n'est pas encore au stade de maturité que peut avoir l'empereur, mais on est dans une bonne voie. Absolument, en fait, on vous en reparlera bien sûr lorsqu'on abordera la carte de l'empereur, mais l'impératrice crée en abondance et elle ne cherche pas à structurer ce qu'elle fait. Pour elle, c'est je crée ou je me procure parce que j'aime, parce que je trouve beau, alors que l'empereur va plutôt arriver pour pouvoir créer des limites. Il va créer, par exemple, si on pense à une maison, eh bien, dans une maison, on va avoir l'énergie féminine qui va vouloir la rendre belle, qui va vouloir continuer à acheter des meubles, alors que l'énergie masculine va être plutôt orientée sur, bon, dans quoi est-ce que l'achat de ce nouveau meuble s'intègre en termes d'un plus grand plan, au niveau financier, comment est-ce qu'on s'organise. Donc vraiment, il y a effectivement une dualité qui est assez importante. Et puis tout comme par exemple l'énergie du magicien, c'est une énergie dite masculinement
à son essence parce que c'est de la proactivité. Dans le cas de l'empereur, c'est l'énergie masculine également, pure dans son essence parce qu'on est vraiment dans la structure. C'est ça. Donc là, on vous a parlé en fait de l'empereur qui est la carte qui suit l'impératrice. Et si on fait un retour en arrière sur les cartes qui précèdent l'impératrice, on avait parlé du magicien et de la papesse. Et en fait, dans l'impératrice, le rôle de l'impératrice, elle a l'addition de tout ce qui est outils et proactivité du magicien en elle, et de la papesse aussi, qui a toutes les connaissances et qui est très réceptive. Donc c'est comme ça qu'elle peut en fait être dans la concrétisation de tout ça. Mm-hmm. Et puis si on observe par exemple le tarot de Marseille spécifiquement, parce que dans le tarot Rider-Waite, vous ne verrez pas exactement la même chose. Dans le tarot de Marseille, on voit que l'impératrice, elle est légèrement orientée vers la droite, donc elle se concentre sur le futur. Elle veut continuer à créer. Et son mari, l'empereur, quant à lui, pose son pied et son sceptre vers la gauche. Donc, c'est là où on voit où est-ce que l'impératrice est tournée vers le futur, l'empereur s'occupe de gérer le passé. Donc, c'est pour ça aussi que l'impératrice vient avant l'empereur, c'est que l'impératrice arrive avec 15 millions de choses et l'empereur dit « Ok, comment maintenant est-ce qu'on va régler ces 15 millions de choses? J'ai pas le temps d'en ajouter encore plus, là, il faut que je commence par gérer tout ce que ma partenaire a amené. » Exact. Et puis aussi au niveau de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède sur la carte, on voit qu'elle tient son sceptre. Un sceptre, c'est quand même un élément de pouvoir. Puis, petite anecdote, là, elle le tient contre la zone de son sexe. Ça n'a rien de sexuel en tant que tel, donc le rapport sexuel, mais il faut savoir que la sexualité, ça ramène à son énergie créative. On peut le voir notamment, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes à l'aise avec ces termes-là, mais l'énergie Kundalini. C'est une énergie sexuelle en fait qui est dans la créativité. Donc quand on vient activer cette énergie, on est dans la créativité en tant que telle. Et après, sous sa main, en fait, on voit une petite feuille verte. Donc, encore une fois, elle représente la nature, un printemps perpétuel. Puis, comme on le sait, le printemps, c'est l'émergence des fleurs, des arbres. C'est vraiment l'abondance que nous offre la nature, en fin de compte. Oui, puis, Shay, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais en regardant l'image, pour moi, la feuille verte, comme tu faisais allusion justement à la nature, qui est quand même très sensuelle et également sexuelle de l'impératrice, qui jouit des plaisirs de ce monde, on peut presque imaginer comme la feuille tombe à peu près à la zone de son bassin, de son chakra sacré, qui pourrait aussi s'agir d'une référence à son organe sexuel, donc à son clitoris plus spécifiquement. Donc, on peut voir justement qu'elle est tout à fait à l'aise avec ce fait de se dévoiler, et puis même dans sa façon d'être assise, ses jambes sont quand même bien ouvertes. Exact. Donc oui, d'une part, si on imagine qu'elle est enceinte pour donner naissance, mais aussi peut-être pour faire allusion au fait qu'elle est tout à fait en accord et à l'aise avec sa sexualité. Exact. On voit qu'il y a eu un processus en fait de gestation à ce niveau-là par rapport à la position de ses jambes. On peut aussi noter la lune croissante sur sa robe rouge. Donc c'est un fort symbole de réceptivité. On peut penser d'ailleurs à la papesse par rapport à ça. Et encore une fois, ça fait référence à la force sexuelle et créative. Si on regarde aussi à ses pieds, on peut voir qu'il y a un serpent blanc, ou en fonction des versions que vous avez, parfois les couleurs peuvent varier un petit peu. Mais voilà, on parle encore une fois d'une énergie qui peut être sexuelle, mais qui est dominée et canalisée, puisque c'est à son pied, donc on s'imagine qu'elle a le contrôle. Et puis, si on regarde aussi au niveau de son blason, on voit qu'il y a un aigle avec une aile qui n'est pas tout à fait formée. Donc, on parle encore une fois de ce processus de gestation, de formation. Je pense aussi, Shay, que tu avais remarqué, le sol à carreaux. Oui, ça t'a fait rire. Oui, vraiment. Elle est dans un palais, parce que le carreau, la flûte damier, font penser au fait qu'elle soit dans un palais. Et on y voit aussi une petite plante dans le coin. Donc ça, c'est symbole que tout est en mouvement et évolution. Donc on peut imaginer que c'est un terrain fertile et non figé. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là que s'inscrit l'impératrice. Je voulais rebondir sur la symbolique du serpent que tu as évoqué là, qui est au pied de l'impératrice. Tu sais, le serpent dans plusieurs... Tu sais, je parlais tantôt de la Kundalini, donc ça c'est plutôt au niveau de l'Inde. Mais au niveau, par exemple, du Mexique, quand on est allé visiter en janvier le temple Maya la Chichén Itzá, le guide nous a expliqué qu'il y avait un serpent. Donc à l'équinoxe, ça formait un serpent qui descend la pyramide. Et en fait, c'est un jeu de lumière qui fait ça, mais tu vois vraiment le serpent avec les marches Maya.
Et en fait, les Mayas pensaient que ce serpent-là allait fertiliser leur terre. Donc tu vois, encore une fois, le serpent, il n'est pas là par hasard, il a vraiment cette connotation de fertilité qui revient parler au niveau de la carte. Tout à fait. Et un autre élément qui me fait toujours sourire, c'est la pomme d'Adam qu'on peut voir clairement dans le tarot de Marseille, qui nous rappelle en fait qu'il y a une certaine virilité chez l'impératrice. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a un sceptre, donc elle est quand même capable de poser son autorité et de la faire respecter. Ça nous rappelle en fait qu'au cœur de la féminité, il y a toujours aussi son opposé, donc un noyau masculin. Exact. Puis au niveau des symboles, on n'a pas encore parlé de sa couronne, mais c'est quand même quelque chose, sa couronne-là. Donc, on peut imaginer comme c'est une véritable boîte à bijoux qui symbolise la beauté, la créativité mentale. Je dis mentale parce que c'est situé sur la tête, donc ça vient mettre l'accent en fait sur le fait que tout se passe dans sa tête. Je pense que ça peut être une symbolique qu'on peut retirer de ça. Oui, et puis une autre chose aussi que j'avais remarqué, c'est que, bon, bien sûr, il y a plusieurs couleurs dans cette carte, mais on peut voir qu'au niveau de la couronne, il y a quand même beaucoup de rouge et de jaune. Et puis pour moi, le rouge, c'est toujours c'est toujours symbole, voilà, de proactivité. Donc, ça m'indique clairement que l'impératrice veut immédiatement mettre en place ses idées. Et puis le jaune, il faut dire que je vous encourage vraiment à aller lire davantage sur la symbolique des couleurs, surtout si vous utilisez le tarot de Marseille. Mais le jaune représente aussi la puissance et la nature divine des choses. Donc ici, on peut voir que dans le fond, ces idées, non seulement les met en action, mais ce sont vraiment des idées qui ont une connotation divine. Tout comme par exemple, on pourrait dire que de donner naissance, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de sacré. Exact. Tu penses qu'on a fait le tour au niveau de la description de la carte? Je pense que oui, je pense qu'on a bien analysé. On l'a bien décortiqué. Allons-y sur les mots-clés si tu veux bien. Au niveau de mes mots-clés, j'avais noté, comme on l'a dit tantôt, étalement créatif, expression, art, communication. Il y avait d'autres choses, toi, que tu voulais relever à ce niveau-là? Non, pour moi, l'impératrice, je pense que c'est vraiment ça dans son essence, la créativité, comme tu l'as si bien dit, et bien sûr, tout ce qu'on puisse associer à la créativité. Donc, justement, c'est pour ça que art, communication, même esthétisme, beauté, luxuriance, pour moi, ce sont des mots dérivés. Exact. Après, on peut aussi trouver qu'elle renvoie à l'adolescence avec sa forme vitale extrême. Elle est très séductrice, l'impératrice, donc... Je parle de l'adolescence parce qu'elle est encore au stade où elle manque un peu d'expérience, mais elle est dans la créativité, donc elle n'est pas encore dans son plein potentiel, comme pourrait l'être l'empereur, mais elle s'en approche. Elle est sur la voie. Tout à fait. En fait, l'empereur, il amène la stabilité. D'ailleurs, le chiffre 4... on pense aux 4 murs d'une maison, aux 4 pattes d'une table. Donc, quand on arrive au chiffre 4, c'est qu'on a quelque chose qui est solidement construit et consolidé. Alors que quand on a le chiffre 3, on pense automatiquement à de l'expansion. Donc, j'aime beaucoup ton analogie avec l'adolescence parce que quand on pense, par exemple, aux jeunes filles ou même aux jeunes garçons aussi, quand ils sont dans la période justement d'expansion, de séduction, ils sont beaucoup dans leur énergie d'impératrice parce que ils ne cherchent pas nécessairement à s'affirmer dans leur désir de la même façon que l'empereur le ferait. L'empereur, en fait, il s'affirme parce qu'il a pris une décision. Alors que l'impératrice, elle est en train d'explorer et ce qu'elle veut se faire renvoyer, c'est à quel point elle est capable de créer ce qu'elle veut, à quel point elle est belle. Donc, justement, les jeunes adolescents, peu importe le genre, sont souvent dans cette énergie-là. Ah, c'est ça, c'est séduire, plus pour soi-même, pour se convaincre qu'on est capable de séduire, plutôt que pour aller chercher la personne qui nous plaît. Exact. Et puis aussi, c'est souvent une période où est-ce qu'on n'est même pas encore certain de ce qu'on veut vraiment. Donc, quand on arrive devant un buffet, bien, on se dit « Ah, mais là, il y a encore un autre plat qui se présente à moi. Eh bien, allez, let's go. On va l'explorer lui aussi. » Belle analogie. Passons à la signification maintenant. Comme tous les autres épisodes précédents, on y va avec les 3 grandes sphères, parce qu'en général, c'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit lorsqu'on se tire les cartes. Donc, on va commencer par l'amour, ensuite je vais parler du travail, puis de l'argent. Et donc, je vais aller présenter comment
interpréter l'impératrice quand elle sort dans un jeu qui concerne l'une de ces 3 sphères. Donc pour commencer, au niveau de l'amour, quand la carte de l'impératrice sort, elle est perçue comme extrêmement positive. Donc si vous aspirez à consolider votre relation par un geste symbolique tel qu'un mariage, une union civile, un emménagement, enfin peu importe, le fait d'avoir un enfant, quand il y a l'apparition de l'impératrice dans votre tirage, c'est un signe qui est quand même très favorable pour vos projets d'union. Elle suggère que l'énergie de votre relation est féconde et que le lien entre vous et votre partenaire se renforce. Et vous ressentez de plus en plus de confort et de complicité l'un envers l'autre, et votre relation évolue vers une grande maturité et des sentiments plus profonds. Et puis, comme on l'a mentionné plus tôt, l'impératrice est très ancrée dans le monde tangible, réel. Donc, justement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, si on parle d'une relation amoureuse et que l'impératrice sort, c'est très possible que quelque chose de concret, tangible s'ajoute à votre vie commune, c'est-à-dire quelque chose que vous aurez chacun de part et d'autre co-construit. Donc justement, cette maison, par exemple, c'est un résultat qui est tangible, concret, mais que les deux, vous aurez choisi ensemble de créer. Exact, et puis elle peut aussi, quand elle sort dans un jeu, symboliser la sensualité. Donc tout comme en fait la reine de bâton, elle peut avoir une symbolique commune à ce niveau-là, elle peut vous encourager à découvrir ou même redécouvrir l'importance de la sensualité et des jeux amoureux dans votre relation. Donc ne pas négliger votre sexualité si la carte de l'impératrice sort. Et puis si jamais c'est une question qui est un petit peu plus dans le doute au niveau de votre relation, si vous rencontrez des difficultés au sein de votre couple, l'impératrice qu'elle va vous conseiller, c'est de renouer le dialogue. Donc la franchise, le respect, l'empathie, c'est des éléments qui sont piliers essentiels pour que chacun puisse s'exprimer pleinement. Et puis il est temps aussi de vous ouvrir mutuellement, de partager ce qui ne va pas, de faire un effort pour comprendre le point de vue de votre partenaire. C'est vraiment dans cette énergie-là en fait qu'on va aller aborder l'impératrice d'un point de vue amoureux. On passe au travail ? Allons-y. Dans un tirage concernant le domaine professionnel, lorsque l'impératrice apparaît, c'est un présage de réussite et d'abondance. Donc on adore la voir, cette impératrice, quand on se questionne sur sa carrière. Par contre, il est crucial de ne pas se contenter de rêver de succès, il faut vraiment agir concrètement pour le réaliser. En fait, on peut imaginer que l'impératrice, c'est la gardienne d'un jardin, mais que nous, on doit aller semer, arroser, entretenir les plantes de son projet, tout en éliminant les obstacles qui pourraient entraver la croissance du projet, en fait. Et puis, je pense aussi qu'au niveau du travail, si par exemple l'impératrice sort, c'est comme un rappel du fait que vous êtes déjà en train de créer énormément, que vous avez le potentiel de créer énormément, mais peut-être que si elle sort par exemple sous son aspect un peu, comment est-ce que je pourrais dire, moins positif, c'est peut-être soit une indication que vous devez travailler davantage, comme tu viens de l'expliquer, Cheyenne, ou sinon, parfois, on crée, mais sans nécessairement comprendre le but. Donc, justement, je pense que des fois, par exemple, on peut commencer à se donner plein de tâches qui, au final, oui, certes, s'accumulent et puis nous donnent l'impression qu'on est productif, mais est-ce que c'est véritablement ce que l'on souhaite dans une lignée qui soit plus droite? Exact. Après, on peut aussi préciser que l'impératrice, lorsqu'elle sort dans le contexte d'un projet professionnel qui est lié à l'art, à la création, ou si on envisage de lancer sa propre entreprise, là, ça on est encore dans une énergie de créativité, l'impératrice, c'est du bonbon. Si elle sort à ce moment-là, c'est vraiment du bonbon parce que ça veut dire qu'on est en capacité d'aller créer ce qu'on veut mettre en place. Aussi, l'impératrice, elle peut symboliser un mentor, voire un supérieur hiérarchique ou une figure d'autorité qui adopte un rôle maternel envers nous. Donc, comme je le disais tantôt, l'impératrice, elle a une forte énergie féminine, donc elle peut se relier au visage féminin qu'il y a autour de vous. Donc, selon la question, quand l'impératrice sort, elle peut vraiment aller représenter cette personne. Et puis, il est vraiment intéressant de tirer parti de cette assistance et de ne pas hésiter à solliciter son soutien. Parce que quand elle représente une personne externe à nous, une personne tierce dans notre environnement, c'est dans une énergie qui est quand même positive, je trouve. Absolument, et j'adore que tu mentionnes qu'elle puisse symboliser justement un mentor ou un supérieur hiérarchique parce que justement l'impératrice, elle a quand même sa couronne et son sceptre. Donc on voit que c'est une personne qui a une certaine autorité et une certaine expérience à partager. Donc effectivement, comme tu le mentionnes, c'est toujours une aide qui peut être très bénéfique dans un projet professionnel.
Exact. Donc, on peut passer à l'argent, côté finance. Donc, quand l'impératrice, elle sort dans un tirage qui concerne vos finances, c'est une carte qui évoque l'abondance dans le tarot. Donc, ça peut présager un regain positif de vos finances, voire une entrée d'argent qui est plutôt inattendue. Cependant, cela va nécessiter des efforts de votre part. C'est pas quelque chose qui va tomber tout cuit. Là, vous tirez l'impératrice, il n'y a pas un héritage ou un ticket de loto qui va tomber. Non, non. Ça demande qu'il y ait un effort au préalable. Et ça vous encourage donc à prendre des mesures pour restaurer l'abondance dans votre vie. Donc, s'il y a un conseil à dire, là, c'est faites preuve de créativité. Prenez les rênes de votre destin, prenez des initiatives, puis petit à petit, ça peut vous aider à surmonter vos difficultés financières ou à améliorer votre situation là, par rapport à la loi de l'attraction. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Veux-tu qu'on passe maintenant à l'aspect un peu plus guidance? Oui, allons-y. Ok, alors les 3 parties qu'on vient de présenter, c'était plutôt au niveau de l'interprétation. La guidance, c'est plus, pour vous mettre dans le contexte, c'est plus une façon de lire les cartes introspective et thérapeutique pour aller voir en fait comment une carte peut vous apporter un message sur vous-même. Il n'y a rien de plus bénéfique lorsqu'on tire l'impératrice dans un tirage de guidance, de se reconnecter à la nature pour retrouver équilibre et enracinement. La nature, elle regorge de trésors à découvrir, de secrets à dévoiler. Les pierres, les plantes, les animaux vous appellent et vous parlent quand il y a l'impératrice qui sort à ce niveau-là. Donc, pas hésiter à aller prendre une marche en forêt, à aller câliner son chat, son chien, toutes sortes de choses comme ça. En fait, ça appelle vraiment à aller dans une connexion de manière plus profonde à sa nature, on va dire, aussi. Mm-hmm. C'est tellement beau ce que tu dis parce que c'est vrai que on parle souvent de mère nature, donc c'est cette espèce d'image-là de la mère créatrice est quand même vraiment omniprésente dans plusieurs cultures, mais aussi justement quand on pense à la nature, on pense automatiquement à cette féminité divine-là. Donc c'est vrai que c'est une très belle invitation à aller en forêt ou voilà, reconnecter avec notre côté plus naturel, notre essence d'être humain au final. Oui, puis au niveau de la guidance, il y a un livre auquel je me réfère systématiquement, c'est de Vanessa DL, qui s'appelle L'art du tarot. Mm-hmm. Et elle propose en fait des clés, des phrases qui peuvent vous permettre de vous questionner quand vous le tirez sur quelque chose de guidance de soi. Donc je vais vous les lire. Il faut, quand vous tirez l'impératrice, être prête à mettre au monde vos créations. Et la question qui se pose, c'est de quelle manière dois-je me laisser recevoir afin de mettre au monde ce que je souhaite créer? Lorsque je prends le temps de sonder les besoins de mon corps, qu'est-ce qu'il me demande? Et puis l'impératrice, elle invite à prendre soin de soi, mettre au monde nos projets et nos idées, accepter de recevoir, explorer notre sensualité, ça on l'a dit tout à l'heure, passer du temps dans la nature pour nous nourrir spirituellement, alimenter notre sexualité de manière positive. Et puis ça peut, comme on le disait là, ça peut faire aussi référence à la mère, voire au modèle féminin qui nous entoure. Donc aller observer qu'est-ce qu'on a hérité de notre lignée du côté féminin pour voir qu'est-ce qu'on subit et qu'est-ce qu'on souhaite sortir de notre vie. En fait, on dirait que ça me rappelle la conversation qu'on vient d'avoir dans la voiture. En fait, hier je suis allée à un atelier chakra d'Idolem. Puis c'était sous forme de 3 ateliers pour décrypter les chakras. Et on a parlé des lignées karmiques. Donc c'est à peu près ça, là, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans votre lignée karmique que vous subissez et que vous ne voulez plus, comment dire, que vous ne voulez plus reproduire. C'est exactement ça, reproduire à votre tour. Et c'est votre responsabilité, en fait, tout ça. Il n'y a personne d'autre qui peut dire, bah oui, je veux plus de ça, en fait, donc j'arrête. C'est vraiment à vous de prendre connaissance déjà du fait que vous êtes dans une répétition qui ne vous appartient pas et d'aller faire du tri, en fait, du ménage dans votre vie. Très bien dit, surtout que c'est là aussi le pouvoir de la puissance féminine, c'est que l'énergie féminine est à la fois très réceptive et en même temps, c'est une énergie qui est créatrice. Donc, si on est dans une position de recevoir et d'internaliser, d'absorber quelque chose qui est peut-être moins aligné avec ce que l'on souhaite
reproduire par la suite, bien c'est très important de s'y attarder parce que justement l'énergie féminine crée. Donc si c'est quelque chose qui est plus pesant, on est certain qu'on va, ou certaine que nous allons le reproduire à notre tour. Oui, puis l'énergie féminine, c'est aussi vraiment relié à l'intuition. Donc c'est de se connecter à cette intuition pour savoir où est notre vérité en fin de compte. Après, au niveau de des tirages de cartes, il y a une histoire de à l'endroit à l'envers, à l'endroit inversé. Donc il y a des mots-clés qui peuvent être associés au niveau de la lecture selon quand vous tirez votre carte. Est-ce que quand vous la pigez, elle ressort à l'endroit ou à l'envers? Au niveau de la signification, quand c'est à l'endroit, on peut y aller dans la féminité, beauté, abondance, fertilité, communication, art, relationnel. Donc c'est tout en fait ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Par contre, si c'est inversé, on va aller dans une énergie qui est inversée, là, comme ça semble logique. Donc, on peut imaginer qu'on a de la création qui est bloquée, sa créativité qui est bloquée. On a de la jalousie, on a de l'énergie qui est bloquée. Tout à fait. Justement, c'est pour faire un peu suite à ce qu'on a mentionné, comme tu l'as dit. Si jamais on a une énergie qui et par exemple réprimer parce que en fonction du contexte, il y a certaines choses qu'on ne peut pas exprimer. Notamment, je vois le mot jalousie, donc je pense que c'est quelque chose clairement qui résonne. Si par exemple on ressent une certaine jalousie mais qu'on ne l'extériorise pas directement, ou c'est quelque chose qu'on se dit c'est pas le bon contexte, et bien on va finir en fait par diminuer notre énergie féminine, où est-ce qu'on se sent justement pleinement bonne comme nous sommes, belle comme nous sommes. Et puis c'est là justement où est-ce que la carte peut sortir à l'envers. L'énergie de l'impératrice qui est bloquée ou dans son énergie plus sombre, ça peut être une énergie qui est quand même assez, je vais pas dire dangereuse, mais ça peut... Oui, néfaste, elle est néfaste, parce que si t'es dans une jalousie, tu peux pas briller si t'es jaloux de quelqu'un en fait. Tu t'es tellement focalisé sur l'autre que toi tu ternis en fait. Exact. Je pense qu'on a fait le tour au niveau guidance, signification et tout ça. Veux-tu qu'on passe sur l'aspect numérologique? Oui, ben en fait, l'aspect numérologique, ce sera surtout un rappel de ce que je vous ai mentionné plus tôt dans l'épisode, c'est-à-dire que le chiffre 3 est représentatif de multiplicité, de création. Donc, les sites web Vibratis et Voici expliquent qu'il existe plusieurs chemins, que tous sont valides. Et puis, comme je vous disais, le chiffre 3 symbolise vraiment un tout, notamment parce qu'il dépasse la dualité du 2. Pour ce qui est de l'aspect astrologique, l'impératrice est régie par 2 signes astrologiques, donc le taureau sensuel, et la balance qui adore la beauté. Pourquoi? Parce que ce sont 2 signes qui sont eux-mêmes régis par la planète Vénus. Si vous avez la version Rider-Waite du tarot, vous observerez que sur la carte, il y a justement le signe de Vénus. La planète Vénus, elle est associée à la beauté, à l'amour, au plaisir. Dans votre charte astrologique, c'est elle qui régit la 5e maison. La 5e maison traite des rencontres amoureuses, de la créativité et aussi de la procréation. Super. Écoute, je pense qu'on a beaucoup parlé sur la théorie. Veux-tu qu'on passe à la pratique? Allons-y. Alors, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on vous propose? Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous êtes familier avec notre méthode. Mais si ce n'est pas le cas, je vais faire un petit rappel succinct. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous présenter comment interpréter l'impératrice avec d'autres cartes. Parce qu'on le sait, quand on tire les cartes, on peut avoir plusieurs méthodes de tirage, c'est-à-dire qu'on peut en tirer 3 ou on peut le faire en forme de croix celtique, dépendamment du temps qu'on a accordé à son tirage. Mais l'impératrice, elle a une définition, certes. Quand elle est avec d'autres cartes, on va aller comprendre l'interaction qu'elle a avec les autres cartes pour pouvoir avoir un tirage complet par rapport à la question qu'on se pose. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pige déjà la carte de l'impératrice à titre d'exemple et on va aller piger 2 autres cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Ok. On va tirer 2 autres cartes et on va se focaliser sur une question. Donc la question qu'on a préparée pour aujourd'hui, elle me concerne. Pour vous faire un petit topo de la situation, on a créé le podcast il y a quelques temps, en ayant des objectifs qui sont liés à ce podcast pour nous épanouir en fait dans le domaine de la spiritualité, notamment du tirage de cartes là plus précisément. Et en ce moment, je suis en train de m'interroger si je devrais aller dans une méthode, une formule de tirage en personnel. C'est-à-dire qu'en gros,
Vous pourriez éventuellement me consulter pour un tirage de cartes pour des questions qui vous trottent dans la tête. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec Roxane, c'est qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour un projet d'ouverture de tirage au public. J'ai beaucoup parlé. On y va? Allons-y, je suis très excitée de savoir ce que les cartes ont à dire. Je tire ou tu veux tirer? Ah, c'est ta question, c'est toi qui tires. C'est moi qui tire, c'est bon. On en tire 3, donc on a l'impératrice devant nous. Oh, 4 de coupe. 5 de coupe, ok. On va aller en piger d'autres s'il y a besoin de plus de précision. J'ai vu que tu as placé le 5 de coupe un peu plus vers la gauche. Est-ce que tu veux qu'on l'interprète comme étant la première carte ou la dernière? Je pense que moi, quand je tire les cartes, j'y vais très à l'intuition. Donc, je l'ai fait naturellement d'aller le placer à la gauche. Ok. Donc, allons-y pour l'imaginer qu'il soit en première position. Donc, pour rappel, je viens de tirer le 5 de coupe. On a l'impératrice au centre et on a le 4 de coupe sur la droite de l'impératrice. Est-ce que tu veux commencer par ton interprétation, Cheyenne, ou est-ce que je commence avec ce que je vois? Je te propose de commencer, puis moi je vais y aller après avec mon intuition sur ce que j'ai ressenti avec mes bruits. Ouh. Vas-y, je t'en prie, puis je compléterai par la suite. Eh bien, déjà, pour moi, le fait que tu aies intuitivement placé le 5 de coupe à gauche et que l'impératrice soit vraiment au centre, on parle aussi de cartes qui entourent l'impératrice qui sont de la suite des coupes. Donc, c'est quand même une question qui vient beaucoup te rejoindre d'un point de vue émotionnel. Tout à fait. Je sens aussi que l'impératrice, justement, c'est une énergie qui est prête, qui veut créer et qui est consciente de tout ce qu'elle peut faire, de son potentiel. Les cartes environnantes semblent m'indiquer qu'il y a une certaine déception ou sinon un sentiment d'être blasé. C'est comme si tu savais que tu pourrais être en train de faire quelque chose, mais que tu ne saisis pas l'opportunité pleinement. Je dois t'avouer que le 5 de coupe, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, parce que c'est notamment une carte qui nous parle souvent de ressasser des émotions passées qui nous ont vraiment déçus, ou sinon c'est peut-être de sentir que émotionnellement on avait vécu une grande expansion puisqu'il y a 3 coupes qui sont par terre, mais que maintenant elles sont renversées, donc c'est comme si l'espèce d'euphorie du début au niveau émotionnel c'était terminé pour une raison quelconque, et on se concentre sur le fait qu'il y a eu un frein à ce niveau-là, au degré où on ne peut pas voir que derrière nous, il y a encore moyen de recréer à nouveau avec les 2 coupes qui restent. Donc, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, mais ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est le 4 de coupe en fin, parce que le 4 de coupe, ça peut à la fois symboliser une espèce de déconnexion. On refuse de s'engager parce qu'on n'est pas certain si ça va véritablement nous apporter une satisfaction émotionnelle, mais ça peut également représenter un état méditatif. Donc, c'est une espèce de contemplation. On se dit, bon, je sais que j'ai déjà atteint ce stade de 3 de coupe qui m'apporte du bonheur, même si, par exemple, quelqu'un d'autre arrive et me dit, voici une nouvelle coupe, je ne suis pas certaine ou je ne suis pas certain si je souhaite l'accepter et faire en sorte que, ça vienne, certes, m'apporter plus de stabilité, mais si ça m'apporte plus de stabilité, ça m'apporte aussi les contraintes. Le 4, c'est la stabilité, mais c'est aussi un chiffre de limite. Donc, voilà ce que j'observe. J'observe, c'est ça, un espèce de blitz, de mélange d'émotions. De toute façon, on est dans les coupes. Donc concrètement, il y a de l'émotion qui sort du tirage. Voilà. Comment est-ce que tu reçois ces interprétations, et puis comment est-ce que toi, tu interprètes le tirage? Pour moi, en fait, au niveau des coupes, comme je viens de le dire, ce qui m'a interpellée, c'est le côté émotif qui est lié à ce choix émotif, parce qu'en fait, si je devais parler de ma relation aux cartes, j'ai toujours l'impression de devoir me justifier par rapport au fait de tirer les cartes. On ne sait pas où est notre légitimité parce que nous-mêmes, on explore quand on tire les cartes. Donc, je pense que mon émotion vient en partie d'ici, de me dire est-ce que je suis assez légitime pour proposer ce type de service à des personnes. Mais l'impératrice vient me confirmer que j'ai les compétences, qu'il faut arrêter de douter de soi et puis être conscient de son pouvoir en fait de prise de position.
Après, au niveau du 5 de coupe, tu me disais que tu étais curieuse de voir ce que j'en pensais. Je te rejoins sur le fait qu'il y a comme un doute en moi, en fait, au niveau de est-ce que je garde ça pour moi, puis je le fais comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans mon cercle amical plus, on va dire. Puis je reste dans le non-jugement de la communauté, parce qu'au final, mais un tirage de cartes, selon moi, on va quand même impacter pas mal la vie des gens, en fonction de ce qu'on va leur dire. Et je pense que le tirer à des amis, on peut plus facilement leur dire, écoutez, prenez avec des pincettes, c'est moi qui vous le dis, mais voilà. Alors que quelqu'un d'extérieur, des fois, il y a comme une dépendance au jeu de cartes. Et j'ai peur, en fait, moi, dans le fait de me lancer à mon compte dans le tirage de cartes à des personnes que je ne connais pas, j'ai peur d'avoir une dépendance de certaines personnes, que ça soit une dépendance en termes de fréquence et de pas savoir mettre de limites. Parce que les gens, quand tu leur tires les cartes, le problème, c'est que certains se raccrochent à ça, puis ça peut avoir comme une énergie négative. Je sais pas si t'as déjà eu affaire à ça là, mais j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est comme ça. Et ça peut être associé à une énergie de dépendance à ce que tu vas lui dire. Et c'est très très dur déjà de mettre un frein parce que t'as pas envie que cette personne te contacte pour tous les déboires qu'elle a dans sa vie. Et puis t'attends en fait que tu lui apportes une solution. Il reste maître de sa vie malgré ce que tu peux lui dire. Mais d'un côté, tu prives aussi les gens. Et puis au niveau du cadre de coupe, je vais pas forcément m'étaler sur ma vie privée là, au niveau du podcast, mais je pense que ça vient de ma position actuelle professionnelle générale. C'est l'hésitation entre aller vers vraiment ce qui m'anime ou rester dans un petit confort, puis continuer on the side à faire quelque chose qui m'anime, mais garder la sécurité aussi de ce qui m'anime peut-être moins, que je fais juste... parce que j'ai fait ça comme étude et puis voilà quoi. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu viens de nous expliquer quand tu dis de poser les limites émotionnelles, je ne sais pas à quel degré est-ce que ça va être quelque chose de compliqué à faire dans le cadre de lecture de cartes. Oui. Et puis justement, ne serait-ce qu'au niveau du body language du 4 de coupe, on voit justement quelqu'un qui semble indécis, mais en même temps qui ressent en fait ce besoin de mettre la limite. Donc c'est comme, je sais que j'aimerais pouvoir continuer à être dans cette expansion des 3 coupes qui sont devant moi, mais en même temps, je ne suis pas certain ou certaine que je souhaite continuer encore à accueillir encore plus d'émotions, de les orienter, etc. Je pense que tes questionnements sont tout à fait légitimes et à mon avis, c'est probablement les questionnements qui reviennent pour toutes les personnes qui lisent les cartes de tarot. Parce qu'effectivement, c'est un outil qui est assez puissant et c'est un outil qui fascine beaucoup, surtout pour les gens qui s'y introduisent pour la première fois. Disons que les premiers mois, voire les premières années, on utilise parfois le tarot comme béquille. Hein. On veut absolument que le tarot nous dise tout parce que... nous dise quoi faire et ça nous déresponsabilise. Et j'ai pas envie d'être la personne qui déresponsabilise les gens. Parce qu'en fait, pour moi, le tarot, c'est quelque chose qui te permet de prendre... le pouvoir de ta vie en quelque sorte, parce que ça va te donner des indications sur où est ta zone de génie, attention là il y a une limite, attention ceci, mais moi je le vois comme ça, mais je ne suis pas certaine de la personne qui va venir me contacter, parce que c'est un total inconnu, de comment il le perçoit, et j'ai pas envie qu'il me perçoive comme sa béquille pour tous les maux de sa vie, tu vois. J'aimerais peut-être, après il faut trouver une formule pour expliquer aux gens, pour les mettre en garde que j'ai beau de sortir quoi que ce soit, c'est la vérité à l'instant T. Là, ça fera l'épisode d'un autre podcast là, sur comment ça fonctionne le tarot. C'est la vérité à l'instant T, mais t'es maître de ta vie. Donc, voilà. Je dois avouer que je pense que oui, comme tu le dis, c'est aussi une question qui me travaille toujours quand je fais des lectures. Puis c'est certain aussi que quand on commence à rentrer dans l'intimité émotionnelle ou psychologique d'une autre personne,
quand on ne connaît pas nécessairement son histoire, c'est sûr qu'il faut procéder très doucement, y aller peut-être plus avec des généralités, mais surtout rappeler à l'autre personne que pour pouvoir rentrer de plus en plus progressivement dans le spécifique, on a besoin de la collaboration d'autres personnes. C'est vraiment un travail d'équipe. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, si je fais référence à des tirages que j'ai faits dans ma sphère personnelle, donc à des amis, il y a quelques fois où ça a été très gênant pour moi, parce que c'est souvent des questions assez personnelles qu'on pose, on va pas se mentir, on va pas demander s'il va faire beau demain, là, donc on rentre quand même dans l'intimité des gens. Toi, tu peux capter des choses, mais pour que ton tirage soit le plus pertinent possible, puis qu'il éclaire plus la personne qui te demande le tirage, la collaboration, elle est essentielle, parce qu'il va pouvoir t'apporter des points de réponse pour pouvoir mieux interpréter une carte. Puis souvent, là, quand je tire, je viens poser une question à la personne pour lui dire « Est-ce que tu es d'accord avec moi? Rectifie-moi si... » Et en fait, le fait qu'elle vienne m'apporter davantage de précision, je vais avoir une meilleure compréhension d'ensemble de ce que j'ai tiré. Tu sais, sans pas juste une question, oui, je vais avoir des informations, mais en ayant plus d'éléments, ça va me permettre de mieux comprendre le jeu. Et c'est vrai que des fois, ça peut être très, très intrusif ce qu'on demande. Et je sais pas à quel point je serai à l'aise d'être aussi intrusive avec quelqu'un d'extérieur, puis comment la personne... Tu sais, là, je vais encore parler de moi, mais comment la personne peut percevoir le fait que tu lui demandes plus de détails. J'ai pas envie qu'on me perçoive comme non légitime, comme un charlatan, parce qu'il vient me poser une question, puis moi, je lui demande plus de détails. Il va se dire, ben, c'est toi qui es censé me donner plus de détails. Tu sais, il y a comme un espèce de syndrome de l'imposteur à venir d'abord masquer, parce que ça n'enlève pas ta légitimité, parce que tu sais que toi, pour ta pratique, tu as besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir donner plus à l'autre. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Bien, je pense que ça fait partie aussi du rôle du lecteur ou de la liseuse, ou de la lectrice, pardon, de tarot, vraiment de démystifier le type de lecture que l'on fera. Parce que c'est certain que si vous rencontrez quelqu'un qui est plus orienté sur vous dicter votre futur, là, souvent, cette personne-là n'aura peut-être pas nécessairement besoin, ou elle ne vous demandera pas d'indices. Mais si vous voulez vraiment y aller avec un travail de recherche, entre guillemets, de solution, pour moi, quelqu'un qui lit le tarot, c'est un peu comme un enquêteur, une enquêtrice, ou quand on va, par exemple, voir le médecin, plus on donne de symptômes au médecin, plus le médecin est en mesure de nous dire, bien, selon tout ce que tu me rapportes, tout à fait, voici ce que je peux observer. Mais si on arrive et puis on fait juste dire vas-y, dis-moi ce que j'ai, mais sans donner trop de détails, si on revient au tarot, il y a quand même 78 cartes pour commencer. Chaque carte peut avoir différentes significations, et si en plus on les met en combinaison ou qu'on les inverse, on ajoute encore d'autres éléments qui complexifient l'histoire qu'elle tente de nous raconter. Donc c'est certain que si l'autre personne reste complètement muette ou ne nous donne pas plus d'outils, on ne pourra pas déceler en fait qu'est-ce que les cartes tentent de communiquer. Puis c'est pour ça aussi que personnellement, au début de ma pratique de lecture de tarot, je percevais ça un peu comme un défi quand quelqu'un me disait ah oui, ben moi je connais pas vraiment ça, ou je crois pas trop à ça, vas-y, lis-moi les cartes. Et puis moi, je le prenais comme un défi de leur faire comprendre à quel point c'était un outil qui peut être puissant. Mais souvent, je ressortais de ces lectures-là en ne me sentant pas vraiment satisfaite, parce que j'avais l'impression que j'avais tellement tenté de prouver à l'autre personne que ce que les cartes disaient était vrai, que ça bloquait d'une part ma capacité à vraiment bien lire, mais en plus, j'avais l'impression que si l'autre personne était déjà dans une optique de réceptivité et de me dire « Ah oui, c'est vrai que ce que tu me dis, ça me fait penser à X, Y, Z », on pouvait aller ensemble tellement plus loin. 100%, parce que c'est un travail de collaboration. Puis quand tu tires les cartes dans cette énergie-là avec quelqu'un qui n'y croit pas, t'es dans une énergie de stress, de prouver d'eux, donc tu te lies à ton ego. Ouais. Et pour moi, c'est contre-intuitif avec les cartes. Puis tu vois, pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, il y a des voyantes qui vont te lire le futur. Je dis pas que ces personnes-là disent faux, j'en ai déjà consulté, puis pour les avoir consultées, je trouve ça vrai, mais j'aime pas tant cette approche, parce que pour moi, j'ai l'impression que comme ça, on aborde le tarot comme une fatalité. Or, je préfère l'aborder comme un outil de développement, dans le sens où on crée son avenir. Donc, la personne peut te dire, si tu ne fais pas ça, tu vas atterrir là, mais je préfère qu'on me dise,
pour ne pas atterrir là, tu pourrais explorer ces facettes-là. Je trouve que c'est plus bénéfique pour la personne qui reçoit le tirage d'avoir cette approche-là qu'une approche fataliste de « il va t'arriver ça, basta ». Puis, c'est ça, encore une fois, c'est de discuter avec la personne qui va lire le tarot pour vous, ou par exemple, nous, en tant que lectrice, d'être vraiment au clair dans notre communication et avec nous-mêmes quant au fait que ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment d'être plus dans un volet collaboratif et j'ose même dire limite thérapeutique, plutôt que d'être vraiment dans, comme tu dis, des fatalités ou lire l'avenir ou essayer de dire à quelqu'un comment est sa vie selon la perspective des cartes. Exact, tout à fait d'accord avec toi. Écoute, ma belle Roxane, on s'est un peu étalé. Ce qu'on vient de dire pourrait faire l'objet d'un podcast plus approfondi, puis je pense que ça sera le cas parce que ça faisait partie de la liste des épisodes qu'on voulait vous proposer. Donc on ira un petit peu plus en détail dans un prochain épisode sur les différentes façons de lire les cartes, les différentes approches et tout ça. Mais pour l'impératrice, je pense qu'on a été à fond dans notre pouvoir de création avec cet épisode. It's a wrap, ladies and gentlemen. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur l'impératrice. On espère qu'il vous aura inspiré à profiter des plaisirs de la vie, à prendre soin de vous et à affirmer avec confiance votre beauté naturelle. Pour conclure l'année 2024, on vous propose une formule un peu plus interactive pour notre prochain épisode. En effet, on vous invite à vous munir d'un jeu de cartes pour tirer en direct avec nous les énergies qui vous accompagneront pour 2025. On espère que cet exercice vous offrira un moment cocooning pour bien commencer l'année et on vous donne rendez-vous le 6 janvier. À bientôt!